Bonjour, notre séance est consacrée à l'explication de la dimension rhétorique dans un texte, c'est-à-dire l'art de persuader. À la fin de cette séance, vous serez capable, premièrement, d'identifier les procédés par lesquels l'auteur cherche à émouvoir le destinataire afin de le persuader de son point de vue, et deuxièmement, d'expliquer leur valeur d'emploi. Cela signifie expliquer comment ces procédés peuvent servir la visée de l'auteur ainsi que son projet de persuasion. Pour comprendre un texte, il faut examiner ses différentes dimensions: la dimension thématique, la dimension énonciative, la dimension logique et la dimension rhétorique. Les procédés qui pourraient persuader le locuteur et qui appartiennent à la dimension rhétorique sont les procédés syntaxiques qui portent sur la structure de certaines phrases et les procédés rhétoriques ou les figures de style. Une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue. À la fois artiste et homme engagé, Hugo a également réfléchi à l'art poétique. Dans ce poème, extrait de son recueil Les rayons et les ombres paru en 1840, Hugo évoque la fonction du poète et son rôle dans la société. On va aborder la première strophe. Dieu le veut, dans les temps contraires, chacun travaille et chacun sert. Malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Malheur à qui prend ses sandales, quand la haine et les scandales tourmentent le peuple agité. Honte au penseur qui se mutile et s'en va, chanteur inutile, par la porte de la cité. Voilà, vous avez quelques mots qui sont expliqués à côté. Mais la question qu'on va aborder ensemble, quels sont les moyens syntaxiques et rhétoriques utilisés par le poète pour nous persuader de son idée? Quelle est son idée? L'écrivain non engagé est un chanteur inutile. Les procédés rhétoriques qui figurent dans cette strophe sont mis en relief par les couleurs. Au deuxième vers, nous remarquons une construction semblable pour deux énoncés. On a le pronom indéfini chacun, suivi d'un verbe. Chacun travaille, chacun sert. C'est le parallélisme de construction. Les vers 3 et 5 débutent par le même terme, malheur. C'est l'anaphore qui est une répétition d'un mot, d'une expression au début d'une phrase, d'un vers ou de plusieurs mots. Deux phrases exclamatives s'y trouvent. La phrase exclamative est apte à transmettre les émotions de Hugo et à toucher le lecteur. De plus, Hugo maudit le penseur qui se mutile et qui s'en va, via les termes malheur et honte. Cette figure est l'imprécation qui consiste à souhaiter le malheur à quelqu'un. Enfin, la périphrase chanteur inutile remplace le penseur. La périphrase consiste à remplacer un énoncé par une expression équivalente. Après avoir indiqué les procédés rhétoriques, nous allons choisir deux procédés pour interpréter leur emploi. Le premier procédé choisi pour interpréter son emploi est le parallélisme de construction. Les flèches nous aident à très bien comprendre cette construction semblable. Quelle est la valeur? Le parallélisme reproduit des paroles qui, selon Hugo, traduisent une volonté divine. Cela les dote d'un pouvoir de commandement céleste apte à persuader le peuple. Ce procédé syntaxique souligne l'obligation de servir et de travailler de tout être humain. Le deuxième procédé est la périphrase, chanteur inutile. Cette périphrase désigne le poète
dont les paroles sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de quitter sa société et d'abandonner ses devoirs. Ainsi, Hugo, via ces procédés, refuse la démission du poète vis-à-vis de ses semblables. Hugo condamne cette fuite et considère que le départ du penseur est un acte honteux et que son écriture est une activité inutile et même stérile. Vous êtes invité à identifier les procédés syntaxiques et stylistiques dans cette strophe. Vous pouvez lire bien sûr les mots qui sont expliqués et qui pourraient vous aider à mieux comprendre la strophe. Nous allons répondre à la consigne suivante. Identifiez les procédés syntaxiques et stylistiques dans cette strophe. Choisissez-en deux et interprétez-les. Plusieurs procédés rhétoriques s'y trouvent. Nous remarquons les termes qui sont en jaune. Impie, meilleur, ici, ailleurs, insulte, loue. Ce sont des termes antithétiques, en opposition. C'est l'antithèse qui rapproche des termes désignant des réalités opposées. L'homme des utopies, c'est une périphrase qui désigne le poète qui essaye de préparer des jours meilleurs durant les moments difficiles. Le parallélisme de construction, nous remarquons qu'on a deux énoncés qui se ressemblent syntaxiquement. Les pieds ici, les yeux ailleurs. La comparaison, qui est le rapprochement de termes et de notions au moyen de liens explicites, est utilisée par Hugo pour comparer, via les termes comparatifs pareil et comme, le poète au prophète et au porteur de torche. On a aussi la phrase exclamative. Enfin, on a la phrase emphatique, qui met en relief un élément de l'énoncé, à l'aide d'un présentatif. C'est que, c'est qui, voici, voilà. On a ici le pronom lui, qui est mis en relief et qui remplace le poète. Nous allons interpréter la valeur d'emploi de l'antithèse. Des jours impies, des jours meilleurs. Pourquoi Hugo a-t-il utilisé l'antithèse? Selon lui, la mission du poète est d'améliorer le vécu et l'avenir du peuple qui vit des moments difficiles. Les autres antithèses, ici ailleurs, insultent loup. Hugo présente le poète comme un visionnaire capable de guider le peuple, d'établir un pont entre le passé, le présent et l'avenir. C'est également un décidé armé de constance et de courage, quel que soit l'accueil qui lui est réservé. Deuxième procédé rhétorique qu'on va interpréter est la comparaison. Pareil au prophète, comme une torche qu'il secoue. Afin de nous persuader de la mission du poète, Hugo recourt à ces deux comparaisons. Il le compare aux prophètes qui jouissent du don de voyance et aux porteurs de torches de lumière. La pensée prévoyante du poète éclaire le monde et le fait passer des ténèbres à la lumière. Exercice d'application. Lisez cette strophe qui est la dernière du poème et identifiez les procédés stylistiques et syntaxiques qui figurent dans les 6 derniers vers de ce poème. Il inonde de sa lumière villes et déserts, Louvres et chaumières, et les plaines et les hauteurs,
à tous d'en haut il la dévoile, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, rois et pasteurs. Quels sont les procédés syntaxiques et stylistiques utilisés par Hugo pour nous persuader de son opinion dans les 6 derniers vers? Le premier procédé est l'énumération. Elle consiste à énumérer, à juxtaposer une série de termes, comme ici ville et désert, Louvre et chaumière. Deuxième procédé, on a le parallélisme de construction, l'antithèse, la métaphore, qui est une comparaison sans terme comparatif, la phrase exclamative, l'inversion ou l'antéposition, qui consiste à renverser l'ordre normal des termes de la phrase. Nous allons répondre à la question suivante, préciser la valeur d'emploi de la métaphore et de l'énumération. L'énumération, elle est en couleur verte et la métaphore en couleur rouge. Pourquoi Hugo a-t-il utilisé ces figures de style et comment il a pu nous persuader? La valeur de l'énumération. Cette énumération dénombre les différents lieux et zones géographiques qui peuvent profiter de la lumière de la connaissance, du savoir et de la vérité transmise par le poète. La métaphore, cette métaphore a été utilisée à la fin du poème. Hugo compare la poésie à une étoile, à une source de lumière scintillante en pleine nuit. Il dote la poésie d'un pouvoir de relais vers le divin. Synthèse générale relative au procédé syntaxique. La phrase nominale sans verbe. L'interrogation rhétorique, c'est une apparente question mais qui n'attend pas de réponse. L'inversion, le parallélisme de construction, l'énumération, la phrase exclamative, l'ellipse, c'est la suppression d'un ou de plusieurs termes sans porter atteinte au sens. Chiasme, structure en miroir. Cette structure réunit 4 termes en inversant leur disposition. Ici, nous avons des cadavres dessous, un groupe nominal suivi d'un adverbe, puis deuxième groupe déçu des fantômes. On commence par l'adverbe pour terminer par le groupe nominal. La phrase emphatique, et enfin on a l'apostrophe. C'est une figure par laquelle on adresse la parole à des personnes présentes, absentes ou à des objets. Synthèse générale concernant les figures de style les plus usitées. Comparaison, métaphore, périphrase, antithèse, hyperbole, c'est-à-dire l'exagération, personnification, c'est une figure qui donne une apparence humaine à une chose inanimée. Anaphore, l'euphémisme, il substitue au terme propre une expression imagée afin de rendre moins brutale la réalité. Imprécation, l'ironie, cette figure consiste, pour se moquer, à dire le contraire de ce que l'on veut réellement exprimer. Enfin, l'allégorie, qui est une personnification d'une idée abstraite. Ainsi, l'auteur recourt à des procédés syntaxiques et rhétoriques pour exercer sur son destinataire l'effet qu'il vise. Plus le lecteur est capable d'identifier ces procédés et d'interpréter leur emploi, plus il est capable de construire du sens tout en étant conscient de ces procédés qui tentent de l'influencer. Enfin, pour conclure, la rhétorique est l'art du bien-dire, qui vise à émouvoir et qui cherche à obtenir l'adhésion de l'interlocuteur. Vous êtes invité à consulter ces références et ces liens qui sont d'une grande importance. Enfin, je vous remercie de m'avoir prêté
votre attention.